Été 1965. Sur une plage ensoleillée, un jeune homme blond au regard rêveur entonne une mélodie qui va marquer toute une génération. J'ai crié Criez, Ali. Aline, pour qu'elle revienne. En quelques semaines, la France entière fredonne ce refrain. Les transistors vibrent, les adolescents s'enivrent, et Christophe devient l'idole inattendue d'une jeunesse avide de liberté et de romantisme. Mais derrière ce succès fulgurant se cache une âme tourmentée. Car Christophe n'a jamais été un chanteur comme les autres. Tandis que ses contemporains se contentent d'aligner les tubes, lui se perd déjà dans des labyrinthes sonores, fasciné par les machines, par les voix synthétiques, par l'idée d'inventer une musique qui lui ressemble. Une musique nocturne, mystérieuse, hors du temps. Avec ses chemises en satin, ses lunettes teintées, son allure de dandy décadent, il cultive une image insaisissable. Certains le voient comme un poète maudit, d'autres comme un extraterrestre de la chanson française. Christophe, lui, s'en moque. Ce qu'il cherche, ce n'est ni la gloire ni la reconnaissance. C'est une quête intérieure, un besoin vital de transfigurer sa solitude en notes, ses obsessions en mélodies. Et pourtant, derrière la lumière des projecteurs, derrière le succès de Aline ou de Les mots bleus, se cache un homme rongé par l'isolement. Un homme qui passera des nuits entières enfermé dans son studio, entouré de synthétiseurs et de souvenirs fanés, refusant le jour comme s'il lui brûlait la peau. Comment ce jeune prodige au sourire angélique, adulé à ses débuts, s'est-il peu à peu transformé en ermite des temps modernes, hanté par ses propres démons ? Comment l'enfant d'Italie devenu roi de la mélodie est-il mort, seul, dans l'ombre glaciale d'un hôpital, au cœur de la pandémie ? Ceci est l'histoire de Christophe. L'histoire d'un homme qui voulait écrire l'éternité, mais qui, dans sa quête, a trouvé la solitude. Daniel Bévilacqua naît le 13 octobre 1945 à Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne. Fils d'un immigré italien et d'une mère française, il grandit dans un foyer modeste, au sein d'une banlieue où les rêves d'évasion semblent lointains. Très tôt, il se sent différent. À l'école, il s'ennuie. Il se perd dans ses rêveries, dans ces mondes intérieurs qu'il préfère à la réalité grise des cours de récréation. Le petit Daniel découvre la musique presque par accident, mais c'est une révélation. Dans les années 50, l'Amérique fascine l'Europe. Elvis Presley, Gene Vincent, Chuck Berry s'invitent dans les postes de radio. Pour le jeune garçon, c'est un électrochoc. Ces voix venues d'ailleurs, ces rythmes endiablés, cette sensualité brute, tout cela résonne en lui comme une évidence. Il veut chanter. Il veut être musicien. Il emprunte une vieille guitare, s'achète un harmonica et passe des heures à reproduire les accords, à imiter les idoles américaines. L'enfant timide, solitaire, se transforme peu à peu en interprète passionné. Dans les cafés de banlieue, il croise d'autres gamins animés par la même fièvre. Ensemble, ils forment de petits groupes éphémères, enchaînent les répétitions, parfois les galas improvisés. Daniel prend un pseudonyme. D'abord, Danny Baby, clin d'œil à ses influences américaines, avant de choisir un nom qui deviendra mythique, Christophe. Mais derrière la musique, il y a toujours cette faille intime. Christophe n'est pas un adolescent insouciant. Son regard bleu semble déjà porter un poids invisible. Il se sent étranger, déraciné, tiraillé entre ses origines italiennes et son identité française. Ce sentiment d'être à part deviendra un moteur. Il construira sa singularité artistique sur cette sensation d'exil intérieur. Au début des années 60, Christophe enregistre ses premiers essais. En 1963, il sort un premier 45 tours, Revient Sophie. Mais c'est un échec. Le disque passe inaperçu et le jeune chanteur connaît déjà la morsure de l'indifférence. Beaucoup auraient abandonné, lui persiste. Il fréquente assidûment les studios, observe les ingénieurs du son, s'initie aux techniques d'enregistrement. Plus que chanter, il veut comprendre la matière sonore, la modeler, la transformer en quelque chose de nouveau. Dans cette période de formation, une obsession l'accompagne. Créer un style qui lui appartienne. Il refuse de se contenter de copier Elvis ou Johnny Hallyday. Il veut autre chose, plus fragile, plus intime, plus mystérieux.
cette quête le conduira à écrire une chanson qui changera tout. Nous sommes en 1965. Christophe a 20 ans. Une nuit, assis devant son piano, il compose une mélodie simple, presque naïve, et écrit des paroles inspirées par un souvenir amoureux. Il appelle cette chanson « Aline ». Rien ne laisse encore présager qu'elle deviendra l'hymne d'un été et le sésame de sa carrière. Avant Aline, Christophe n'est qu'un garçon obstiné, passionné de rock, marginal dans son propre monde. Après Aline, il sera une star. Mais ce basculement, ce passage de l'ombre à la lumière, cache déjà une ambiguïté. Car derrière le sourire éclatant de ce jeune chanteur blond se dissimule un être fragile, hanté par la solitude. Cette enfance, marquée par l'ennui, la différence et une passion viscérale pour la musique, a forgé un artiste inclassable. Christophe ne sera jamais un simple interprète, il sera un créateur d'ambiance, un architecte sonore, un explorateur de ses propres nuits. Et c'est précisément ce contraste entre la banalité de son origine et l'extravagance de sa destinée qui fera de lui un personnage à part, déjà prêt à brûler sous les feux de la gloire, tout en restant prisonnier de son propre univers intérieur. Été 1965. Dans les jukebox, sur les plages, dans les bals de village, une voix claire résonne. J'ai crié « Aline !» En quelques semaines, la chanson devient un phénomène national. Christophe, 20 ans à peine, passe de l'anonymat à la gloire fulgurante. Le disque se vend par millions d'exemplaires, traversant les frontières, devenant l'un de ces tubes éternels que l'on fredonne sans même se souvenir de son origine. Mais pour Christophe, ce succès est une arme à double tranchant. Car Aline, avec sa fraîcheur adolescente, colle à son image. On le compare à Claude François, à Franck Alamo, aux idoles yéyés. Or, Christophe ne se reconnaît pas dans ce miroir. Derrière le chanteur blond qui fait tourner les têtes, il y a un artisan obsessionnel du son, un octambule hanté par la perfection musicale. Déjà, l'écart entre ce que le public voit et ce qu'il est vraiment commence à se creuser. Pendant quelques années, Christophe accepte ce rôle d'idole des jeunes. Il enchaîne les galas, les plateaux télé, les tournées. Son visage s'affiche dans les magazines. Mais il s'en lasse vite, trop superficiel, trop léger. Ce qu'il veut, c'est une musique qui est une âme. Le tournant se produit au début des années 70. Christophe disparaît presque des radars médiatiques pour se réinventer. Il rencontre des auteurs qui sauront mettre en mots sa mélancolie et collabore avec Jean-Michel Jarre, alors jeune parolier prometteur. De cette rencontre naît Les mots bleus, en 1974, une chanson qui change tout. Les mots bleus, c'est l'antithèse d'Aline, plus adulte, plus subtile, plus sombre. Les paroles de Jarre et la voix fragile de Christophe fusionnent pour créer un hymne intemporel à la pudeur et à l'impossible déclaration d'amour. La chanson devient un classique instantané et inscrit Christophe non plus comme une étoile filante des 60s, mais comme un véritable poète de la chanson française. À la même époque, Christophe s'affirme aussi comme un précurseur. Fasciné par les synthétiseurs, les claviers électroniques, il explore des territoires musicaux inédits. Alors que la chanson française reste attachée aux guitares et aux orchestrations traditionnelles, lui s'aventure dans l'univers de l'électronique, influencé par le krautrock allemand et les expérimentations sonores de l'époque. Ses albums Les Paradis perdus puis Samouraï révèlent une audace rare. Cette différence, Christophe la cultive aussi dans son apparence. Chemise à jabot, lunettes fumées, cheveux longs, allure de dandy décadent. Il se construit un personnage insaisissable, entre rocker romantique et figure presque cinématographique. Certains critiques voient en lui un héritier des poètes maudits, un Gainsbourg de l'ombre, un homme qui se met en danger pour aller chercher des émotions brutes. Le public, lui, reste partagé. Christophe n'est plus l'idole facile d'Aline, mais il devient une figure culte. Ses concerts attirent une foule fidèle, fascinée par cette aura nocturne. Chaque apparition est un événement rare, presque sacré. Car Christophe choisit ses moments. Il refuse la routine, disparaît parfois pendant des années pour revenir avec un disque inattendu. À la fin des années 70 et dans les années 80, il confirme son statut avec des titres comme « Succès fou »,« Ne raccroche pas » ou encore « Daisy ».
Sa voix singulière, fragile et envoûtante, sa manière de mélanger romantisme et étrangeté séduisent un public toujours plus large. Les radios diffusent ses chansons, mais c'est sur scène, dans cette ambiance de clair-obscur, que Christophe impose définitivement sa légende. Dans un paysage musical français dominé par les chanteurs populaires, Christophe apparaît comme une figure à part, ni vraiment variété, ni totalement rock, ni entièrement expérimental. Il occupe une place unique, celle d'un explorateur solitaire. À chaque étape, il semble chercher non pas la gloire, mais un absolu artistique. Pourtant, derrière ces triomphes, se dessine déjà une fêlure. Car si Christophe atteint les sommets de la chanson française, il ne parvient jamais à trouver la paix intérieure. La célébrité ne l'apaise pas. Au contraire, elle renforce son sentiment d'étrangeté. L'enfant solitaire des banlieues est devenu une star, mais au fond de lui, il reste ce garçon à part, hanté par une soif d'absolu que rien ne semble combler. Et c'est précisément cette contradiction, entre la lumière du succès et l'ombre de ses obsessions, qui prépare le terrain à la face la plus sombre de sa vie. Le succès aurait pu suffire. Après Aline, après Les mots bleus, après Succès fou, Christophe aurait pu s'installer confortablement dans le paysage musical français, enchaîner les disques, les tournées et récolter les fruits de sa célébrité. Mais Christophe n'a jamais été un homme de confort. À mesure que les années passent, il s'enferme dans une quête d'absolu sonore. Sa fascination pour les synthétiseurs, pour les ambiances électroniques, le pousse à passer des nuits entières enfermé dans son studio. Il vit à contretemps. Le jour, il dort. La nuit, il expérimente, manipule ses machines, cherche des sons inédits. Ses proches racontent qu'il pouvait passer des heures sur un simple accord, qu'il travaillait jusqu'à l'épuisement, comme possédé par une obsession qui le dépassait. Cet univers nocturne devient son refuge, mais aussi sa prison. Car Christophe s'éloigne du monde réel. Sa vie privée s'effrite. Son mariage avec Véronique Kahn, dont il aura une fille, Lucie, se délite peu à peu. L'homme qui fait rêver des millions de fans ne parvient pas à construire une stabilité affective. Sa passion pour la musique dévore tout. À la fin des années 80 et au début des années 90, Christophe disparaît presque totalement de la scène publique. Pendant près de 10 ans, il ne sort aucun album. Pour le public, il semble avoir disparu. En réalité, il est enfermé dans son appartement parisien, transformé en antre de machines et de souvenirs. Les murs sont couverts de vinyles, de photos, de bibelots accumulés. Le salon est un chaos d'instruments électroniques, de câbles, d'amplis. C'est dans ce décor étrange qu'il vit, seul, fuyant la lumière du jour. Les médias parlent de lui comme d'un ermite. Lui s'en amuse. Il revendique son mode de vie nocturne, ses nuits blanches passées à écouter du blues, à revoir des films, à expérimenter des sons. Mais derrière cette posture se cache une solitude immense. Christophe ne supporte pas vraiment le monde extérieur. Il se réfugie dans l'art, comme pour conjurer une angoisse plus profonde. Sur le plan financier, ces années d'isolement ne sont pas sans conséquences. Les revenus s'amenuisent, les dettes s'accumulent. Certains racontent qu'il a dû vendre des biens précieux pour continuer à entretenir son univers sonore. D'autres évoquent ses excès, passion pour les belles voitures, goût pour le luxe, contradiction d'un homme à la fois bohème et matérialiste. Sa santé aussi en pâtit. Christophe fume énormément, boit, vit dans un rythme chaotique. Son corps encaisse les insomnies, le manque de régularité, les excès d'un octambule endurci. Pourtant, il refuse de céder, comme s'il voulait brûler sa vie pour trouver la vérité artistique. Dans les années 2000, il revient pourtant, contre toute attente. Ses albums, comme si la Terre penchait 2001, puis Aimer ce que nous sommes 2008, séduisent à nouveau un public fidèle. On parle de renaissance. Ses concerts, rares et précieux, se jouent à guichet fermé. Mais même dans ce retour, Christophe reste insaisissable. Sur scène, il se produit dans une lumière tamisée, lunettes noires, silhouette fine, entouré de ses machines. Il parle peu, chante comme s'il murmurait un secret. Son public l'adore, mais le mystère reste intact. Car l'ombre ne l'a jamais quitté. Christophe vit dans un équilibre fragile entre l'admiration qu'il suscite et l'abîme intérieur qui le hante. Ses interviews laissent entrevoir un homme lucide sur sa différence, mais incapable de changer. « Je suis un homme de la nuit, disait-il. Le jour, je me sens étranger. »
C'est dans cette obscurité volontaire que se révèle le paradoxe Christophe. Adulé et pourtant isolé, reconnu et pourtant incompris. Sa carrière aurait pu être une ligne ascendante classique. Elle est au contraire une succession de disparitions, de silences, de réapparitions imprévisibles, comme s'il fuyait lui-même sa propre gloire. Mais ce jeu avec l'ombre et la lumière, avec la présence et l'absence, a un prix. Derrière l'artiste culte, il y a un homme de plus en plus seul, de plus en plus fatigué, enfermé dans une vie nocturne qui ressemble à une longue fuite. Cette fuite, inexorable, finira par le rattraper. Car si Christophe a su réinventer la musique française, il n'a jamais réussi à échapper à ses propres démons. À la fin de sa vie, Christophe n'est plus seulement un chanteur. Il est devenu une légende vivante, un mythe, un personnage que l'on croise rarement, presque irréel. Dans son appartement parisien, transformé en caverne sonore, il vit entouré de souvenirs. Des disques vinyles entassés, des claviers analogiques, des lampes colorées qui diffusent une lumière irréelle. C'est un décor digne d'un film de science-fiction. Mais c'est là que Christophe se sent chez lui. Il ne sort que la nuit. On le voit parfois dans des cafés du quartier Montparnasse. Silhouette fragile, lunettes teintées, parlant doucement de musique, de cinéma, de ses obsessions. Ses amis racontent qu'il pouvait passer des heures à évoquer un vieux 45 tours oublié, ou la beauté d'une mélodie d'Elvis. Christophe dit dans le passé, mais aussi dans un futur imaginaire qu'il invente chaque nuit. Sur scène, ses apparitions deviennent rares, mais précieuses. Chaque concert est un rituel. Il chante comme on confesse une vérité intime. Le public, hypnotisé, reste suspendu à ses lèvres. Pourtant, derrière cette intensité, on sent la fragilité d'un homme épuisé. Christophe n'est plus le jeune blond d'Aline, ni même le dandy des années 70. C'est un survivant, un poète qui s'accroche à sa musique comme à une bouée. Les années 2010 marquent un paradoxe cruel. D'un côté, Christophe connaît une reconnaissance immense. Il collabore avec de nouveaux artistes, inspire une jeune génération fascinée par son univers unique. Ses concerts affichent complets, ses albums reçoivent des critiques élogieuses. Mais de l'autre, il vit dans une solitude de plus en plus marquée. Ses proches s'inquiètent de son isolement, de sa santé fragile, de sa tendance à s'enfermer toujours davantage dans ses nuits blanches. Puis arrive 2020. Le monde entier est frappé par une pandémie sans précédent. Pour un homme déjà fragile, déjà rongé par les excès et par une santé vacillante, le danger est immense. Au mois de mars, Christophe est hospitalisé à Paris pour une insuffisance respiratoire. Les médias parlent d'emphysème, conséquence de décennies de tabac, aggravée par le virus qui circule alors. Très vite, son état s'aggrave. Pour un artiste qui a toujours fui la lumière du jour, mourir dans un hôpital impersonnel, entouré de machines, a quelque chose d'une tragédie. Les visites sont limitées. Ses proches ne peuvent pas rester à ses côtés. Christophe, l'homme de la nuit, vit ses derniers instants dans une solitude glaciale, comme une ultime ironie du destin. Le 16 avril 2020, Christophe s'éteint à l'âge de 74 ans. La nouvelle choque la France entière, plongée dans le silence du confinement. Alors que les rues sont vides et que chacun vit reclus, on apprend la mort de cet artiste qui, lui, avait choisi la réclusion toute sa vie. Son départ résonne comme un écho cruel. Le chanteur de l'intime, du secret, du clair-obscur, quitte ce monde dans la plus grande des solitudes. Les hommages affluent. De nombreux artistes saluent un pionnier, un génie sonore, un homme qui n'a jamais cessé de réinventer la chanson française. Mais tous évoquent aussi son mystère, son étrangeté, cette distance qui faisait partie de lui, comme si Christophe avait toujours appartenu à un autre monde et que sa mort n'était que le prolongement de cette singularité. Ce climax tragique, mourir isolé, au cœur d'une pandémie, alors que ses chansons parlent de solitude, d'absence, de mots impossibles à dire, scelle définitivement la légende Christophe. Car il n'aura jamais été un artiste comme les autres. Jusqu'au bout, il aura incarné ce paradoxe, acclamé, mais seul, admiré, mais incompris, entouré de gloire, mais dévoré par l'ombre. Et pour ceux qui l'ont aimé, cette fin laisse une question obsédante. Christophe a-t-il trouvé dans la mort ce qu'il cherchait dans la musique? Une forme d'éternité, une réconciliation avec lui-même?
La disparition de Christophe a marqué la France d'une empreinte particulière. Car il n'était pas un chanteur ordinaire. Il n'était ni l'homme des grands shows, ni celui des refrains faciles. Christophe, c'était un monde à lui seul. Un monde de nuits blanches, de sons étranges, de mélodies suspendues entre la tendresse et l'abîme. Son héritage musical est immense. Aline reste l'hymne d'un été éternel, symbole d'une innocence disparue. Les mots bleus continuent de hanter les cœurs, chef-d'œuvre fragile de la chanson française, que des générations entières fredonnent encore. Ces expérimentations électroniques, longtemps incomprises, apparaissent aujourd'hui comme des précurseurs, influençant des musiciens bien au-delà de l'Hexagone. Mais au-delà des chansons, c'est une image qui persiste, celle d'un dandy nocturne, à la fois lumineux et mélancolique, qui a transformé sa solitude en art. Christophe n'a jamais cherché à plaire à tout prix. Il a préféré rester fidèle à sa vision, quitte à s'isoler, quitte à disparaître. C'est sans doute cette fidélité absolue à lui-même qui le rend aujourd'hui si respecté. En le réécoutant, on comprend que sa musique était une confession permanente. Derrière chaque note, chaque souffle, se cache un homme qui a tenté d'apprivoiser son étrangeté et sa douleur. Christophe a chanté ce que beaucoup taisent, n'a capacité d'aimer pleinement, la peur du jour, la beauté fragile de l'instant. Aujourd'hui encore, ses chansons résonnent comme des éclats d'éternité. Elles nous rappellent qu'un artiste peut transformer ses blessures en lumière et que derrière la gloire scintille toujours une part d'ombre. Christophe n'était pas seulement une voix. Il était une atmosphère, une couleur, une énigme. Un homme qui a choisi la nuit pour mieux éclairer nos propres solitudes. Et peut-être est-ce là son plus grand legs, nous avoir appris que la musique n'est pas seulement faite pour briller, mais aussi pour nous accompagner dans nos silences, dans nos failles, dans nos heures les plus sombres.